Hop. Merci à tous ceux qui sont là ce soir pour effectivement la soirée sur la PrEP. Alors, non, non, je ne me suis pas trompée de date. En fait, le 12 décembre 2019, j'avais bien fait une soirée sur la PrEP. C'était en présentiel à Salon. Mais depuis, il s'est passé pas mal de choses. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé à Lionel de refaire une soirée PrEP. Moi, je suis médecin vacataire au Cégide de Salon. Donc, le Cégide, c'est le centre gratuit d'information et de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles. Donc, classiquement, c'est les centres anonymes et gratuits, comme on disait avant. En fait, il y a eu plusieurs types de centres qui ont fusionné il y a une dizaine d'années, je crois, pour créer les Cégides, qui sont du coup maintenant les centres uniques de dépistage des IST. Et ils sont plus anonymes alors. Ils sont quand même toujours. Enfin, l'anonymat est resté. Non, mais c'est une vraie question. L'anonymat est resté, hein. On appelle les gens par leur numéro d'anonymat quand on les appelle en salle d'attente. Donc, l'anonymat est resté. Beaucoup de gens donnent quand même souvent au moins un prénom, voire certains donnent leur nom, prénom. Enfin, après, c'est libre. Certains ne veulent même pas du tout donner leur numéro de téléphone. Enfin, voilà. Donc, l'anonymat complet peut être tout à fait respecté et c'est plus selon le souhait de la personne. Et donc, c'est ce que je vous ai mis là. On est effectivement le 21 octobre et c'était surtout refaire un point et après le Covid, puisqu'il y a eu pas mal de changements au niveau IST et au niveau PrEP. Et puis, sur Pandalab, certains avaient mentionné le fait que peut-être j'étais superwoman. Donc, non, non, je ne suis pas superwoman. Je ne sais pas tout faire non plus, mais j'aime bien jongler entre tout. Donc, effectivement, c'était pour rappeler que ce soir, effectivement, je suis médecin généraliste, je suis aussi médecin sexologue et c'est par ce biais que je suis arrivée en tant que médecin vacataire au Cégide et que j'ai aussi un peu découvert ce que faisait le Cégide et c'est aussi ce que je voudrais vous partager ce soir parce que je trouve, notamment de par mon implication dans la CPTS, que finalement, quand on cherche, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui sont faites sur les territoires mais qu'on ne connaissait pas forcément et donc on n'avait pas forcément recours. Voilà, c'est ce dont on va parler aussi ce soir. Alors, la PrEP, voilà, le petit plan pour ce soir, on va refaire un point quand même sur le VIH et les IST, où on en est. La PrEP, c'est quoi, pour qui, comment ça marche, comment je la prescris, quel est le suivi, puisque la grande révolution qui a eu lieu, c'est effectivement le fait que depuis le 1er juin 2021, donc de cette année, les médecins généralistes peuvent prescrire, peuvent initier le traitement de la PrEP qui avant était réservé aux médecins de Cégide ou aux médecins de maladies infectieuses. Et donc, avant, le renouvellement pouvait être fait par le médecin généraliste, mais pas la primo-prescription, alors que maintenant, la primo-prescription est possible d'emblée par le médecin généraliste. Et puis, j'avais envie de rajouter un petit point sur la santé sexuelle un peu plus globale parce que j'ai dirigé ou été membre de jury de pas mal de thèses sur les dernières années aussi par rapport à ça. Et donc, voilà, en toute fin, peut-être aborder quelques petits points là-dessus. Toutes les données que je vais vous donner, que je vais vous présenter ce soir, elles sont issues du coup de toutes les dernières enquêtes qui ont eu lieu. Donc elles sortent souvent avec du retard. Hein. Donc, pour Santé publique France, c'est sorti donc en décembre 2020, mais du coup c'était sur l'année 2019. Epifar, c'est pareil, c'est sur le suivi de la PrEP. Du coup, c'est sorti en décembre 2020 et c'était jusqu'au 30 juin 2020. En un peu plus récent, il y a eu un rapport à NRS-INSERM sur la situation du VIH et du coup qui abordait aussi la PrEP. La PrEP a fait l'objet d'une réponse rapide de la HAS dans le cadre du Covid, puisque c'est ce qui a aussi incité du coup à ce qui est l'annonce par Olivier Véran de la simplification de l'accès à la PrEP et donc de la prescription possible en primo-prescription par le médecin généraliste en mai dernier. Donc, le VIH, on en est où sur les données qu'on a jusqu'à 2019, on est donc toujours, ça c'est valable pour toutes les IST, on est sur une augmentation du nombre de dépistages, du nombre de sérologies qui sont réalisées, là en bleu. Donc, on augmente les dépistages qui sont faits. Et par contre, on est sur une stabilisation. Il y avait régulièrement en baisse. 2017-2018, ça avait baissé. Et là, 2018-2019, on est sur une stabilisation.
Du coup, en 2019, c'est à peu près 6200 personnes qui ont découvert leur séropositivité en France. C'est des estimations parce que sur le nombre de sérologies, il y a tous ceux qui, en fait, étaient déjà au courant, enfin, ne sont pas des découvertes de VIH. Donc, les chiffres ne sont pas toujours très faciles à avoir. Mais derrière ça, il y a aussi, en fait, ce qui est souvent recherché, c'est aussi le nombre de personnes avec le VIH, mais qui ne connaissent pas leur séropositivité. Et on va en reparler tout à l'heure, c'est ces personnes-là qui nous embêtent aussi. Et puis, en fait, dans les derniers chiffres qu'on a sur 2020, c'est que, en fait, il y a eu une grosse baisse du dépistage, des dépistages globalement, donc moins 10% de dépistage du VIH en 2020, moins 6% du dépistage des IST bactériennes, tout simplement lié au Covid, hein, et au confinement et compagnie. Lionel, tu as ta main levée, tu voulais parler ou tu as testé Oui, les oui, fonctionnalités? j'avais une question là. Le taux de positivité, là, ce qui est en rouge, là, c'est en pourcentage? C'est pour 1000 sérologies. Enfin, Ah, c'est un pour 1000. Mm. c'est pour 1000. Parce que oui, en pourcentage, ça fait beaucoup. Donc pour 1000, Oui, effectivement, ça me paraît. oui, oui, non, non, Ok, c'est en pour 1000. C'est 1,9 pour 1000 sérologies. Donc, sachant que ça, c'est la moyenne, enfin, du coup, oui, c'est le taux de positivité des sérologies. Mm. ok, merci. Oui, n'hésitez pas à me couper, hein, je ne suis pas sûre de voir tout le monde, donc voilà, enfin, donc, pour voir mon écran. Donc, coupez-moi si vous avez des questions. Et donc, si on fait le point de qui aujourd'hui, en 2019, donc là, ça va même jusqu'en 2020, chez qui on découvre les séropositivités de VIH, donc qui est concerné par le VIH, en fait, ça, c'est stable. On reste toujours, évidemment, sur les mêmes populations qui vont être donc majoritairement les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, donc ce qu'on appelle, nous, dans le jargon un peu rapide, HSH. Les personnes qui sont originaires d'Afrique subsaharienne, les personnes originaires des Caraïbes aussi, et puis un petit peu moins quand même, vous voyez, les usagers de drogue qui sont là à 2%. Donc, c'est vraiment majoritairement HSH et personnes originaires d'Afrique subsaharienne. En fait, du coup, c'est qu'il y a un objectif de la stratégie nationale de santé sexuelle. Donc c'est la première fois qu'il y a une stratégie nationale en santé sexuelle en 2017. Et donc, l'objectif qui a été énoncé, c'est la fin de l'épidémie de sida en 2030. Et donc, une des façons d'arriver à ça, un des moyens qui est mis en œuvre pour arriver à la fin de l'épidémie de sida, comme je vous disais, c'était en fait l'objectif. Il faudrait que 95% des personnes qui vivent avec le VIH connaissent leur statut, ce qui n'est pas le cas. On est toujours à peu près sur les estimations à 24 000 personnes en France qui vivent avec le VIH mais qui ne le savent pas. Si on réussit donc à avoir 95% de ces personnes qui connaissent leur statut, l'objectif d'après, c'est d'avoir 95% des personnes qui connaissent leur statut et qui ont accès au traitement. Pour que, du coup, de nouveau, dans les personnes qui sont traitées, on puisse arriver à 95% des personnes traitées qui ont une charge virale indétectable. Cet objectif, il est lié au fait que si on a une charge virale indétectable, on ne transmet pas le VIH. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est une des stratégies mises en œuvre. Il y en a d'autres, hein, mais en tout cas, une des stratégies mises en œuvre pour mettre fin à l'épidémie de sida, c'est aussi que les personnes qui sont porteuses du VIH ne puissent pas transmettre. Et donc, ça, c'est possible avec le fait qu'elles soient bien suivies, bien traitées et donc charge virale indétectable. Et c'est ce qu'on appelle le TASP, donc T pour traitement, as, P comme prevention en English, treatment as prevention, donc c'est le TASP. Et donc c'est un des moyens de ce qu'on appelle la prévention combinée, donc de lutte contre les infections sexuellement transmissibles. Si on fait le point sur les autres IST, là on a la syphilis où on est en décroissance. Il y avait une augmentation, hein, en gros de 2010 à 2016. On était sur une augmentation des taux de syphilis et qui là depuis 2016 diminue. Donc on est là sur 2019 à moins 7% par rapport à 2018. Malgré tout, donc les personnes qui attrapent la syphilis sont majoritairement des hommes à 92%, à 81% des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes
et avec un âge médian à 35 ans. Donc, principalement, en gros, des HSH. Sur le gonocoque, on est resté sur une augmentation. Hein, donc, voilà, je n'ai pas remis les tableaux, mais on est aussi sur une augmentation du dépistage, du nombre de dépistages faits. Mais du coup, là, sur le gonocoque, on reste sur une augmentation importante des infections avec plus 21% en 2019 par rapport à 2017. Et donc, toujours majoritairement, 86% des hommes, 80% des HSH, avec un âge médian plus jeune qui est même à 28 ans. Et puis le dernier, il ne nous avait pas fait de jolis tableaux là, dans le rapport de Santé publique France, mais du coup, sur les chiffres pour le chlamydia, on est pareil sur une augmentation, hein, plus 29% en 2019 par rapport à 2017. Par contre, c'est majoritairement les femmes, les jeunes femmes pour le chlamydia. Et donc, c'est sur l'augmentation, là, on est même à plus 41% chez les femmes de 15 à 24 ans, et donc ce qui fait un taux de 781 pour 1000 femmes jeunes de 15 à 24 ans. Chez les hommes, du coup, on est à plus 45%. Mais vous voyez que le taux, l'incidence est quand même moins importante chez les hommes. Donc, c'est pour ça que la recommandation reste, je ne l'ai pas noté, mais donc pour le chlamydia, ça reste de faire un autoprélèvement vaginal ou prélèvement vaginal, mais ça se fait très bien en autoprélèvement vaginal. Donc, c'est ce qu'on fait au Cégide chez toutes les femmes qui ont eu un changement de partenaire dans l'année. Et donc, voilà, pour toutes les femmes qui ont un changement de partenaire dans l'année, alors majoritairement les jeunes, mais on peut proposer une sérologie au chlamydia sur prélèvement vaginal. Les sérologies sanguines pour chlamydia ou gonocoque n'apportent absolument aucun intérêt. Il faut vraiment faire les prélèvements locaux avec, donc, chez les hommes, prélèvement urinaire, chez les femmes, prélèvement vaginal. Et après, en fonction de l'activité sexuelle, on va faire prélèvement pharyngé ou prélèvement rectal. Ça, je vous en reparlerai tout à l'heure dans la prescription de la PrEP. Et puis, donc, l'impact du Covid, je vous le disais, ça a été en fait une baisse assez importante du nombre de sérologies globalement sur le confinement. Hein. Du coup, là, je ne sais pas vous dire ça Oui, si, c'est ça. C'est avril. Donc, 2020, avril 2020. Et en fait, ce qui nous embête dans ces chiffres, c'est aussi qu'il n'y a pas eu de rattrapage derrière. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'augmentation derrière du nombre de dépistages, du nombre de sérologies au VIH pour rattraper celles qui n'avaient pas été faites pendant le confinement. Il n'y a pas eu non plus de compensation sur les ventes d'autotests, parce que c'est la question qu'on s'était posée. Comme maintenant, il y a les autotests au VIH qui sont disponibles en pharmacie. Peut-être que les personnes qui font d'habitude les dépistages auraient pu se remettre sur les autotests, mais en fait, il n'y a pas eu du tout d'augmentation de vente. Ce qui a été rapporté, c'est quand même qu'il y a eu moins de partenaires occasionnels, par exemple pour les HSH. Donc, globalement, il y a eu probablement moins de rapports à risque. Mais comme je vous disais, finalement, quand on a interrogé les personnes sur leur dépistage, en fait, elles ont tout simplement reporté, elles ont décalé leur dépistage et donc elles ne l'ont pas compensé. Le report du dépistage, ça nous embête parce qu'en fait, ça fait un retard au diagnostic du VIH et donc ça fait un impact défavorable sur le fameux treatment as prevention que je vous parlais tout à l'heure, dont je vous parlais. Parce que du coup, si des gens porteurs du VIH ne savent pas qu'ils sont porteurs du VIH, et ils peuvent contaminer d'autres personnes et du coup, ça majore l'épidémie. Il y a eu aussi du coup une incidence sur le nombre de PrEP, puisque c'est quand même le sujet qu'on va aborder là par la suite. Donc la PrEP, ça existe depuis 2016. Vous voyez, c'est l'impact c'est les délivrances du coup qu'il y a eu donc sur 2018, là tout en bas en violet. Ensuite sur 2019. Donc en fait, comme on en prescrit de plus en plus de la PrEP. Donc, on sait que ça va naturellement augmenter. Donc, les prévisions, du coup, pour 2020 étaient celles qui sont en pointillé. Et en fait, ce qui s'est passé, donc ça a bien commencé sur les prévisions. Puis, en fait, avec les confinements, du coup, on a complètement baissé le nombre de délivrances de PrEP et qui, voilà, pareil, qui n'a pas vraiment rattrapé derrière.
Et puis, vous avez aussi les prévisions attendues pour 2021, mais qui ne sont pas non plus du tout, qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on aurait pu attendre sans effet Covid. Alors, c'est quoi la PrEP? Pour rentrer dans le vif du sujet, donc on dit PrEP pour pré-exposition prophylaxie, donc prophylaxie pré-exposition en français. C'est le traitement préventif du VIH chez les personnes qui sont séronégatives au VIH, donc celles qui n'ont jamais été en contact, qui n'ont pas été en contact avec le VIH, qui n'ont pas le VIH. Et donc, le but, c'est de mettre un traitement préventif. Évidemment, ça ne protège pas du tout des autres infections sexuellement transmissibles. Ça ne protège que du VIH. Et puis, quand je vous parlais tout à l'heure de prévention combinée, c'est que, en fait, ce qui est important de retenir, moi, je dis souvent, voilà, on a une palette d'outils, même aux patients, je leur explique ça, on a plein d'outils, ils ont tous des avantages, des inconvénients, et le but, c'est d'utiliser ceux qui sont adaptés à votre situation. Et ce n'est pas parce qu'on a la PrEP qu'on ne met pas le préservatif ou qu'on arrête de faire les dépistages ou qu'on ne peut pas faire de la réduction des risques pour les usagers de drogue. Enfin, voilà, c'est un outil qui a des avantages et des inconvénients, mais qui vient en plus renforcer notre palette de tout le reste. Donc, dans la palette qu'on a, on a ce qu'on appelle le TPE, donc le traitement post-exposition. Donc, vous savez que si quelqu'un a un rapport très à risque de contaminer au VIH, il faut qu'il aille très rapidement en général, c'est aux urgences où il y a des kits de TPE qui sont faits, donc de traitement post-exposition, pour prendre très rapidement une trithérapie et éviter que le VIH puisse rentrer dans la cellule et puisse être contaminant. Ensuite, donc, il y a tout ce qui est les principes de réduction des risques pour les usagers de drogue. Donc, ça va être de fournir du matériel stérile, de ne pas réutiliser le matériel, de ne pas partager le matériel aussi. Vous avez tout ce qui est dépistage, puisque comme on le voyait tout à l'heure, plus on dépiste, plus ça permet aussi de traiter les infections et donc de ne pas les retransmettre aux partenaires. Donc ça rentre aussi dans le cadre de la prévention combinée. Les préservatifs, j'y reviendrai tout à l'heure. La PrEP, on va en parler longuement. Et puis le traitement VIH qui rentre dans le TASP que je vous présentais également tout à l'heure. En plus de ça, on a aussi tout ce qui est vaccination. Donc, évidemment, le premier étant le vaccin contre l'hépatite B, mais aussi, du coup, chez les HSH, le vaccin contre l'hépatite A, puisqu'il y a eu des épidémies d'hépatite A. Là, ça doit faire 4-5 ans qu'il n'y en a pas eu, mais voilà, c'est des choses qui reviennent un peu régulièrement par épidémie. Et puis, le vaccin contre les papillomavirus, qui est également possible chez les HSH jusqu'à 26 ans révolus. Noémie, pourquoi les épidémies d'hépatite A chez les HSH? Parce que c'est une contamination orofécale et du coup, dans les pratiques sexuelles, il y a eu des épidémies. Ça a fait des épidémies d'HSH. Et puis, après, c'est toujours le côté sur le nombre de partenaires, les partenaires multiples, qui va majorer ça aussi dans cette population. Et puis, un truc dont j'essaye vraiment de parler quasiment à chaque consultation et que encore régulièrement, on me dit « Ah, je ne savais pas, je n'étais pas au courant », notamment à chaque consultation du CEGID, c'est le fait que maintenant, le préservatif est remboursé sur ordonnance. Pas tous les préservatifs, mais il y a notamment 2 marques qui sont remboursées. Donc, vous pouvez faire des ordonnances avec des préservatifs. Et comme ça, les gens, avec leur carte vitale, n'ont pas à payer les préservatifs. Voilà, j'avoue que je ne m'étais pas trop posé la question, mais c'est l'infirmière du CEGID qui m'a dit récemment que, en fait, pour des jeunes, je crois que elle me disait que c'était 10 € la boîte de 6. Et donc, effectivement, pour des jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, qui ont que leur petit argent de poche, en fait, acheter des préservatifs, ça peut aussi représenter un coût. Donc voilà, vous pouvez prescrire sur ordonnance des préservatifs. Donc la PrEP en chiffres, du coup, je vois pas le chiffre, parce que du coup, il y a ma barre dessus. Il y a la barre de trucs de partage. Donc 32 000, je ne sais pas combien. Je ne sais plus, 32 000, quelqu'un m'aide. Bon, vous voyez. 32 000.
32 000 tout 32 court. 000. Tout court. Merci. 32 000 personnes ont initié une PrEP entre janvier 2016, qui est le lancement de la PrEP, et juin 2020. Sur les derniers chiffres avant Covid, du coup, donc de juillet 2019 à février 2020, il y avait 9 000 nouveaux utilisateurs. C'est, vous voyez, en grande majorité des hommes de 37 ans, la moyenne d'âge. Et puis, ce qu'on voit aussi dans les études, c'est que ce sont majoritairement des personnes en Île-de-France ou dans les grandes métropoles. Sur les Bouches-du-Rhône, on est à 847 prépeurs au 30 juin 2020. Donc, la PrEP, en fait, ça va reprendre on donne la PrEP aux gens qui sont à risque d'attraper le VIH. Donc, on ne va pas la donner à tout le monde. Mais donc, quand je présentais tout à l'heure qui est concerné par le VIH, en fait, ceux qui sont à risque d'attraper le VIH, on va proposer la PrEP. Donc, c'est à partir de 18 ans pour l'AMM, mais en fait, la HAS la recommande déjà à partir de 15 ans, mais pour le moment, c'est toujours hors AMM. Ça va donc être majoritairement pour les HSH ou les personnes transgenres. Ça va être pour les usagers de drogues injectables, notamment qui feraient du partage de matériel, ou bien les travailleurs du sexe ou prostituées qui ont des rapports sexuels non protégés. En fait, après, ça peut s'adresser à toute personne qui a une vulnérabilité qui l'expose à des rapports sexuels non protégés avec un haut risque d'attraper le VIH. Mais j'ai eu récemment, du coup, comme maintenant les gens commencent à connaître un peu plus la PrEP, donc c'est vrai que maintenant, des fois, on a des questions sur... j'ai eu il n'y a pas très longtemps une dame qui a un seul partenaire, mais ce partenaire-là est bi. Et du coup, elle me demandait si elle devait prendre la PrEP parce que son partenaire bi la prenait. Clairement, si elle n'a pas, elle n'a pas d'autre partenaire, que le partenaire qui est lui, la personne à risque la prend, mais qu'elle, elle n'a pas d'autre partenaire, voilà, on en a discuté ensemble, mais la conclusion, c'était que pour elle, il n'y avait pas un risque accru de VIH. Donc, comment ça marche? Donc, la PrEP, c'est comme je vous disais, une bithérapie antirétrovirale. Donc, c'est en fait le Truvada. Donc, c'est emtricitabine tenofovir disoproxil. Et donc, ce qui est recommandé, c'est un comprimé par jour. Donc, un comprimé par jour à heure fixe, plutôt au moment des repas parce que les effets secondaires sont plutôt au niveau digestif et donc souvent, c'est mieux toléré au niveau des repas. Et c'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. L'efficacité, dans les études, il a été retrouvé que la PrEP est efficace au bout de 7 jours chez les hommes, donc 7 jours de comprimés bien pris, tous les jours un comprimé. Donc, au bout de 7 jours, c'est efficace chez les hommes. Chez les femmes et les transgenres, on est à 21 jours, probablement parce qu'on manque d'études, en fait, là-dessus. En fait, c'est que du coup, on sait que c'est efficace à 7 jours pour les rapports au niveau anal. Et au niveau vaginal, voilà, on n'est pas sûr que ce soit aussi efficace aussi rapidement. Et puis, il existe aussi un schéma discontinu, mais qui est hors AMM et qui est de moins en moins recommandé. Je pourrais vous en reparler après si vous voulez pour le schéma discontinu. Mais en fait, le schéma discontinu s'adresse surtout à des personnes qui vont bien comprendre le principe du schéma en discontinu. On ne peut pas le mettre chez les femmes et on ne peut pas le mettre s'il y a une infection à l'hépatite B parce que comme le tenofovir disoproxil est aussi une molécule de traitement de l'hépatite B, en fait, si on le prend en discontinu, ça fait des risques d'hépatite aiguë, enfin d'hépatite suraiguë. Donc, voilà. Donc, globalement, ce qui est quand même recommandé, c'est le schéma en continu, c'est-à-dire un comprimé tous les jours à la même heure. Et puis le prix, donc j'ai recherché là par rapport à 2019, ça a bien baissé. Donc grâce à la PrEP, le coût du Princeps a baissé, mais il y a aussi eu du coup plus de génériques. Maintenant, je crois qu'il y a 4 génériques qui sont disponibles sur le marché, et ce qui a permis de faire baisser les coûts. Mais du coup, voilà, en termes de prix, c'est pour le Princeps, donc le Truvada, 296 € par mois, et les génériques, on est à 155 €. Donc évidemment, on presserait toujours en DCI, comme ça. Ça permet d'avoir le générique. Noémie? Ouais.
Il faut le prescrire sur une ordonnance à 100% ou ordonnance normale et c'est pris en charge à 100% par la Sécu? Ordonnance normale et c'est pris en charge à 100% par la Sécu. D'accord. Parce que ce n'est pas une ALD, enfin, ça ne rentre pas Oui. dans le cadre d'une ALD. Donc, non, on le prescrit sur une ordonnance normale. D'accord. Alors, la question qu'on entend souvent et qu'on nous pose, c'est est-ce qu'on est sûr que ça marche? Alors, on est assez sûr que ça marche bien, notamment parce qu'il y a eu 2 grandes études au tout départ qui sont Hypergay, qui est une étude française, et puis Proud, qui est une étude anglaise, qui, du coup, ont testé la PrEP. Donc, vous voyez, pour Hypergay, c'était en discontinu, pour Proud, en continu. Mais globalement, ça marche très bien, puisqu'on était à moins 86% d'infection au VIH. Et donc, vous voyez que ça fait un nombre de personnes à traiter qui est de 18, donc ce qui est vraiment pas beaucoup. Il ne faut pas traiter beaucoup de personnes pour obtenir un résultat. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de médicaments qu'on utilise en médecine générale qui ont ce nombre de personnes à traiter là. Et donc voilà, c'était à peu près global sur les 2 études. Et puis en fait, les 2 études ont été, enfin les comités d'éthique à chaque fois ont demandé à arrêter soit le bras contrôle, soit le bras différé, tellement c'était efficace en fait. Donc en cours d'études, les comités d'éthique et de surveillance ont dit non, non, mais vous arrêtez les bras placebo, les bras contrôle, parce qu'en fait c'est tellement efficace que éthiquement, c'est pas légitime de continuer dans les études à laisser des gens sans PrEP. Et puis, il y a eu plein d'autres études. Il y a même d'autres formes qui sont en cours de réflexion avec des anneaux vaginaux, des injections, des formes injectables pour qu'il y ait plus ce côté prise au quotidien. Et donc, qui montrent que c'est aussi globalement très efficace, mais c'est efficace si on le prend bien. C'est un peu l'inconvénient de la PrEP, c'est qu'en fait, dans les études, toutes les contaminations qu'il y a eu, c'était sur des erreurs de prise. Donc, soit par le schéma en discontinu, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'il y ait une bonne compréhension du schéma en discontinu, parce que c'est souvent sur le schéma en discontinu qui est un peu plus complexe à comprendre, qu'il y a des erreurs de prise ou des oublis de comprimés. Du coup, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que même dans la vraie vie, donc ça c'est avec l'étude EpiPhare, en fait on retombe sur la même chose. C'est-à-dire qu'on trouve que la PrEP, elle marche très bien s'il y a une bonne observance. Donc quand il y a une faible observance des patients, vous voyez qu'on est à 18% d'efficacité, donc ce qui n'est pas génial. Mais par contre, si on prend bien son comprimé tous les jours à la même heure, on est à 93% d'efficacité, ce qui retombe sur les chiffres des études. Noémie, Donc, ça, c'est dans la vraie vie. Ouais. Noémie, je Oui. me demandais, du coup, je reviens sur la dame qui t'a demandé pour elle, parce que du coup, elle devient dépendante de la bonne observance de son compagnon. Oui. Après, c'est qu'il y a aussi d'autres moyens de se protéger et que c'est pour ça que c'est la prévention combinée. C'est qu'après, le fait de faire des dépistages régulièrement, le fait d'utiliser le préservatif, c'est aussi des moyens de se protéger. Mais ça aurait pu être un argument si jamais elle avait été vraiment dans la demande, si lui, tu avais un doute sur l'observance, de pouvoir finalement lui donner à elle. Oui, enfin, de toute façon, il n'y a pas de. Enfin, vous l'avez vu là dans les indications, il n'y a pas de vraie indication oui-non. C'est au médecin d'évaluer ce qui. Enfin, c'est comme souvent dans les consultations de dépistage IST, on évalue à chaque fois le risque. Et le risque, il est il n'est jamais à 0, il n'est jamais à 100%, ou rarement à 100%. Donc, on navigue toujours et on évalue toujours le risque. Et c'est à mettre en balance après avec toutes les notions d'effets secondaires, de prise du traitement, de coût du traitement aussi. Enfin, voilà. Donc, après, ça peut Non, mais se du coup, c'était juste la réflexion que je m'étais faite, parce que du coup, ça fait un peu comme le coup de la pilule. Merci. Oui. Ce qu'on entend aussi, c'est de dire que ça augmente les autres IST. Donc, ça peut être légitime d'avoir cet argument-là, de dire que les gens qui sont sous PrEP, du coup, ils ne se protègent pas, donc ils attrapent les autres IST et qui augmentent. Mais en fait, comme je vous l'ai déjà présenté tout à l'heure, en fait, vous avez vu que les autres IST, elles étaient déjà en augmentation avant 2016.
2016, c'est l'arrivée de la PrEP. Et en fait, toutes les autres étaient déjà en augmentation. Donc, que ce soit gonocoque, syphilis, chlamydia, les LGV aussi, dans le cadre des infections rectales à chlamydia. Et qu'en fait, la PrEP, ça va quand même aussi permettre de faire tous les 3 mois un bilan de dépistage et donc de traiter plus rapidement et donc d'éviter la transmission. Et de toute façon, les personnes chez qui la PrEP est recommandée, ce sont de base des gens qui sont très à risque d'IST. Donc, enfin, voilà, dire l'argument ça augmente les IST, en fait, c'était déjà un public qui était très à risque d'IST. Donc, voilà, c'est pas une réponse en soi, mais comme je vous disais, ça reste un outil. Et donc, effectivement, notre rôle, c'est aussi de continuer à faire de la prévention aussi sur les autres IST et donc à essayer d'avoir toujours l'adhésion des patients aussi sur les autres IST. Et donc, avec par exemple le préservatif ou le dépistage. Et pour le coup, c'est vrai que la PrEP, pour avoir leur renouvellement de PrEP, il faut qu'ils fassent leur bilan de dépistage. Donc, en fait, ça permet d'avoir un dépistage très régulier. Le dépistage, le bilan IST tous les 3 mois, c'est d'ailleurs ce qui est recommandé, même en dehors de la PrEP, chez les personnes à risque d'IST. Donc, même un HSH qui ne prendrait pas la PrEP, il est normalement recommandé qu'il fasse un bilan IST tous les 3 mois. Ce qu'on peut entendre aussi, c'est le fait que ce soit risqué de prendre un médicament tous les jours alors qu'on est jeune, en bonne santé et que tout va bien. Alors oui, il y a des effets secondaires, mais vraiment maintenant qu'on est à 5 ans de l'utilisation régulière de la PrEP, on a très peu d'effets secondaires. Moi, je n'ai jamais eu personne qui ait arrêté la PrEP pour des effets secondaires. On n'a jamais eu non plus de contre-indication médicale. À ma connaissance, je n'ai pas eu de contre-indication médicale à mettre la PrEP. Donc, les principaux effets secondaires, je vous disais, c'est au niveau digestif. Ça, c'est très fréquent au début et souvent, ça se calme d'ailleurs dans les premières semaines. Mais donc, il faut plutôt recommander de prendre le comprimé en mangeant. C'est ce qui permet aussi d'aider sur tout ce qui va être donc, nausées, vomissements, diarrhée, troubles digestifs. Après, il a été rapporté des troubles au niveau rénal. Et donc, avant, il y avait une surveillance qui était même plus importante, mais qui s'est maintenant qui a diminué. Donc, maintenant, on contrôle juste la créatininémie avant, puis au démarrage de la PrEP, donc à 1 mois et 4 mois. Je vous ai remis un tableau après. Et puis après, si tout ça est bon, c'est juste on fait le rapport protéinurie sur créatininurie 1 fois par an sur échantillon. Et enfin, les derniers effets secondaires, c'est des troubles osseux qui sont rares et qui surtout sont régressifs à l'arrêt du traitement. Donc, en fait, nous, ce qui nous inquiète le plus quand on met la PrEP, le plus gros risque, c'est finalement que la personne ait une infection au VIH qui ne soit pas connue, donc que la personne soit en séroconversion VIH et qu'elle prenne là-dessus la PrEP. Parce que si elle prend la PrEP sur un VIH, prendre la PrEP sur un VIH non connu, ça amène des risques que du coup le VIH devienne résistant au Truvada, qui est quand même une molécule qui est largement utilisée dans le traitement de la PrEP, dans la trithérapie. Mais comme là, on n'est pas sur une trithérapie, mais que sur une bithérapie, et en fait, le VIH va créer des résistances. Et donc voilà, c'est une des choses importantes qu'il faut retenir et pour laquelle on informe toujours les patients. C'est qu'il ne faut surtout pas qu'ils soient en séroconversion au moment où on va mettre la PrEP. Et c'est aussi le risque sur les prises en discontinu. C'est que du coup, s'ils prennent leur PrEP en discontinu, qu'à un moment donné, ils se sont trompés, ils ne se sont pas rendus compte, du coup, ils ont fait une séroconversion au VIH et qu'en fait, par derrière, ils reprennent leur PrEP en discontinu, ils risquent en plus de faire une résistance au VIH. C'est un peu là je regardais sur les dernières études, ils disent que ça reste quand même probablement un risque assez faible et que des fois mettre en balance le risque de résistance avec le risque d'attraper le VIH si on ne démarre pas la PrEP assez rapidement, on est un peu sur la balance entre les deux. Donc, en pratique, comment je prescris la PrEP? Donc, je vous disais, depuis le 1er juin, tout médecin peut la prescrire. Au départ, on fait une primo-prescription pour 1 mois et puis ensuite, on fait un renouvellement tous les 3 mois après un contrôle biologique et clinique.
Je voulais vous rappeler aussi, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des HSH, mais comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, parce que les HSH sont la grande majorité des gens qui prennent la PrEP, mais en fait, il y a aussi d'autres publics qui peuvent prendre la PrEP, et notamment des femmes ou des transgenres. Et du coup, la PrEP est tout à fait compatible avec la prise d'une contraception hormonale. Ça ne pose absolument pas de souci. Et donc, sur votre ordonnance, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre emtricitabine tenofovir disoproxil, 200 mg/245, comprimé pelliculé, un comprimé tous les jours à heure fixe au moment du repas. Au départ, vous allez le faire pour 1 mois et puis après, vous pourrez faire pour 3 mois si tout se passe bien. Je vous ai remis là les préservatifs qui sont remboursés. Donc, vous avez 2 marques, Eden et Sortez Couvert. C'est très discret. Et donc, vous pouvez mettre sur votre ordonnance, donc soit Eden, soit Sortez Couvert, soit même si vous ne vous rappelez plus des noms, à mon avis, vous pouvez mettre juste préservatif. Et donc, c'est des boîtes de 24 classiquement. Et donc, vous pouvez mettre renouvelable à la demande pendant 1 an. Ça veut dire que pendant 1 an, la personne peut aller chercher autant de boîtes qu'elle veut. Et puis, je vous ai remis là aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure des vaccins. Quand on prescrit la PrEP, on recommande normalement que les personnes soient bien vaccinées contre l'hépatite B, contre l'hépatite A si ce sont des HSH, et contre le Gardasil si ce sont des HSH. On peut le faire donc jusqu'à 26 ans révolus. Et donc, je vous ai mis juste pour rappel les différents noms des vaccins et puis leur schéma de vaccination. Donc, on n'attend pas d'être bien vacciné pour démarrer la PrEP, mais du coup, en général, quand on enclenche la PrEP chez des personnes qui ne sont pas vaccinées, on va aussi enclencher la vaccination. Et puis, c'est là un peu l'avantage, comme on va les revoir pour la PrEP, et on va pouvoir les revoir pour faire les rappels qui, sinon, passent un peu à la trappe quand même. En pratique, sur la façon de prescrire, comme je vous disais, comme nous, ce qu'on craint, c'est le risque de résistance si jamais on mettait la PrEP alors qu'il y a une séroconversion. Donc, on demande que pendant 1 mois, il n'y ait pas eu de rapport à risque. Donc, le but, c'est que soit ils viennent vous voir et vous disent que depuis 1 mois, ils n'ont pas eu de rapport à risque, soit s'il y a eu un rapport à risque, on fait un premier bilan et on leur dit vous ne prenez pas de risque pendant 1 mois et dans 1 mois, on refera tout le bilan. Et si dans 1 mois, vous n'avez pas pris de risque, là, on débutera la PrEP. Le bilan qu'on fait, donc maintenant, c'est le bilan IST. Je vais y revenir après. La créatininémie, que je vous disais qu'on surveille donc avant la PrEP, puis dans les premiers mois. Les transaminases, et puis chez les femmes, des bêta-HCG. Même si on sait qu'on peut prendre la PrEP enceinte. Et puis, donc, une fois qu'on débute la PrEP, on va faire le point à 1 mois où on refait ce même bilan, bilan IST, créatininémie, transaminase, bêta-HCG, si besoin. Et puis, on va évaluer quelle est la tolérance, quelle est l'observance. Puis, on refait la même chose à 4 mois, donc toujours pareil, avec la créate. Et en fait, après, tous les 3 mois, on fera bilan IST, transaminase, plus ou moins bêta-HCG, et puis de refaire le point sur la tolérance, l'observance. Quand je parle donc de bilan IST, ce qui est recommandé, c'est donc évidemment une sérologie VIH, une sérologie syphilis, et après, le reste, ça va dépendre. C'est-à-dire que maintenant, la sérologie hépatite C, alors les recommandations pour les tout venant, les patients même qui viennent faire un dépistage, on dit qu'il faut qu'ils aient au moins eu 1 fois dans leur vie le dépistage de l'hépatite C. Mais en gros, s'il n'y a pas eu de risque par contamination, par drogue injectable ou sniff avec partage de matériel ou par des tatouages, des piercings qui ne seraient pas faits chez un professionnel, pas avec du matériel stérile ou dans des pays pas très sûrs, ou pas des risques avec des rapports sexuels violents avec des saignements ou des choses comme ça, dans ces cas-là, on n'est pas obligé de refaire l'hépatite C à chaque fois. Et puis après, j'ai mis plus ou moins l'hépatite B, l'hépatite A, puisque le but, c'est quand même qu'ils soient vaccinés. Donc, tant qu'ils ne sont pas vaccinés, évidemment, on va le revérifier à chaque fois. On va à chaque fois faire la sérologie hépatite B et hépatite A. Mais s'ils sont vaccinés, après, on ne le fait plus à chaque fois. Et puis, comme je vous disais, pour les PCR, donc chlamydia, gonocoque, donc oui, c'est des PCR. La sérologie sanguine ne sert à rien, mais donc on fait des PCR locales, sur les 3 sites qui sont, donc chez les HSH, on fait classiquement pharynx, urine, anal.
ou chez les prostituées, par exemple, on pourra faire pharynx, vaginal, anal. Après, on adapte en fonction de la pratique de chacun, enfin, des pratiques sexuelles. Mais voilà, globalement, on fait sur les 3 sites. Pendant longtemps, les laboratoires de ville ne remboursaient pas quand on prescrivait les PCR chlamydia gonocoque sur les 3 sites. Ça, c'est quelque chose qui a changé il y a quelques années. Donc maintenant, on peut sans problème prescrire sur les 3 sites et les patients n'auront pas à payer pour faire les 3 sites. Les 3 seront bien remboursés par la sécurité sociale. Et puis, du coup, il y a pas mal de sites qui sont disponibles en ressources pour aider. Donc, il y a sur le site VIH Click où ils ont fait aussi une partie sur la PrEP. Il y a un site PrEP Info qui est vraiment spécifiquement sur la PrEP. Et puis, pour ceux qui voudraient vraiment aller plus loin sur la PrEP, depuis, donc, il y a eu avec l'annonce de la prescription, de la primo-prescription possible par les médecins généralistes, il y a un site de e-learning spécifiquement pour la PrEP qui est accessible pour tous gratuitement. Il y a juste besoin de s'inscrire et de mettre son numéro RPPS ou ADELI pour vérifier qu'on soit bien professionnel de santé. Mais donc, ça s'appelle Format PrEP. Et donc, c'est des petits modules sur la PrEP, spécifiquement là-dessus, donc de formation en e-learning. J'ai commencé à regarder un petit peu et c'est pas mal fait. Est-ce que peut-être déjà vous avez des questions sur la PrEP? Parce que, après, juste quelques diapos de santé sexuelle et puis on pourra échanger. Donc, comme je vous disais en introduction, je voulais aussi vous rappeler, faire un petit point sur la santé sexuelle, parce que bon, ça allait de pair, il me semble. Et puis, rappeler que j'aime bien cette définition de l'OMS, finalement, qui est, je trouve, assez positiviste, qui est le rappel que la santé sexuelle, c'est un état de bien-être physique, émotionnel, mental, social, et que ce n'est pas juste l'absence de maladie, l'absence de dysfonctionnement ou l'absence d'infirmité, et que le but, c'est d'avoir une approche positive qui va être respectueuse de la sexualité et de toutes les relations sexuelles, de toutes les expériences sexuelles. Et puis, ça amène aussi les notions derrière, évidemment, de discrimination et de violence, sur lesquelles j'ai pas mal travaillé aussi. Donc, évidemment, ça me parle. Je vous le disais, il y a eu une première stratégie nationale de santé sexuelle, donc qui est une stratégie nationale pour 2017-2030, avec plein d'objectifs. Ça avance à petits pas, mais on peut toujours penser mieux faire. Et donc, les objectifs, ça va être la promotion de la santé sexuelle, notamment chez les jeunes, d'améliorer les parcours de santé, notamment sur tout ce qui est IST, VIH, hépatite, mais aussi, du coup, d'aller sur la santé reproductive, sur les populations vulnérables, globalement sur la recherche et les connaissances en santé sexuelle. Et puis, il y avait aussi les spécificités de l'outre-mer qui nous concernent un peu moins, mais qui sont importantes aussi. Et en fait, je vous disais, j'ai dirigé ou été membre de jury de pas mal de thèses sur la santé sexuelle. Et globalement, ce qui revient toujours, c'est que malgré tout, globalement, quand on est médecin généraliste, en fait, on a aussi des tabous. Et ce n'est pas toujours facile d'aborder. On est tous d'accord que c'est important, mais on va ne pas forcément l'aborder. Et même moi, sexologue, j'ai parfois du mal à l'aborder à certaines consultations de médecine générale. Donc voilà, je sais que ce n'est pas toujours évident. Mais le but, ce qu'on sait aussi, c'est que comme tous les sujets tabous, les patients, ils attendent qu'on en parle et ils ne vont pas ou rarement venir nous en parler d'eux-mêmes. Voilà, ils attendent qu'on en parle et en même temps, quand on en parle, on sera, on est un interlocuteur en fait, comme c'est dans le champ de la santé, c'est normal qu'on parle aussi santé sexuelle et sexualité. Donc voilà, si on leur en parle, finalement, souvent on va pas être, ça choque pas le patient. Mais voilà, il faut prendre l'habitude d'en parler ou trouver des petites astuces pour pouvoir en parler. L'autre chose, c'est que en fait, on se rend compte quand on travaille sur notamment le sujet des IST. Là, il y a une thèse qui va être soutenue demain, qui est une revue systématique de la littérature sur les
l'éducation faite auprès des jeunes en matière d'IST. Et en fait, on se rend compte que les fausses croyances ont augmenté. Donc, on pourrait se dire qu'on a de plus en plus accès à des connaissances et qu'il y a plein de choses, mais en fait, c'est finalement les fausses croyances aussi en santé sexuelle qui augmentent et qui circulent. Donc, voilà, on a aussi notre rôle à jouer dans le fait d'apporter de l'éducation et toujours de la prévention auprès des patients. Et puis, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est vrai que souvent, du coup, je pense que les professionnels ne savent pas trop, ont déjà peur de poser la question, de se dire, et si je tombe sur un truc, si on me dit qu'il y a un problème en sexualité, qu'est-ce que j'en fais? Je ne sais pas quoi en faire moi. Mais en fait, il y a des professionnels qui sont formés. Donc, c'est un DIU de sexologie qui est au niveau national, avec un examen national et avec des gens formés. Alors, c'est vrai que pour le moment, c'est un peu compliqué parce que tout le monde peut se dire sexothérapeute. Et donc, il n'y a pas encore de vraie reconnaissance officielle du statut de sexologue, mais en tout cas, les associations militent et travaillent pour la reconnaissance de ce statut pour les professionnels de santé, notamment qui ont fait ce DIU, qui est quand même 3 ans de DIU, donc c'est une vraie formation supplémentaire. Et du coup, c'est pas hésiter à relayer, on peut pas savoir tout sur tout, et donc les sexologues sont là pour pouvoir répondre aux questions aussi de santé sexuelle, aux problématiques de santé sexuelle. Évidemment, je ne vous cache pas qu'il y a aussi la question du coût que ça a pour les patients, puisque les consultations de sexologie sont en général longues et ne sont pas prises en charge, il n'y a pas de cotation spécifique. Donc, c'est souvent soit sur des dépassements d'honoraires ou des psychologues qui ne sont pas remboursés ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que ça a aussi quand même un coût pour le patient. Et puis, il y a un nouveau site. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisez certains sites comme notamment choisirsacontraception.fr. Moi, je sais que souvent, j'en parlais aux patients. Et en fait, récemment, Santé publique France a regroupé plein de sites traitant de la sexualité ou de la santé sexuelle sous ce nouveau site-là qui s'appelle Question Sexualité. Et du coup, qui a aussi une vision un peu plus large, parce que c'est vrai que souvent, en santé sexuelle, on va penser IST contraception, mais le but, c'est d'aller un peu au-delà de ça et donc de pouvoir parler aussi violence, connaissance du corps. Et donc, sur le site Question Sexualité, il y a tout ça. Il y a à la fois des informations sur la contraception, sur les IST, mais aussi sur la connaissance du corps, sur la grossesse, sur les IVG et sur les violences. Voilà pour ma présentation. Donc, je voulais juste vous rappeler que le Cégide de Salon, il est donc, comme on l'a dit tout à l'heure, gratuit, anonyme. Il était avant le Covid sans rendez-vous. Avec le Covid, on a dû passer sur rendez-vous, mais globalement, il y a régulièrement des gens qui sont devant la porte, qui appellent et on leur donne un rendez-vous directement, immédiatement, quasiment. Donc, voilà, que les gens n'hésitent pas à appeler ou à appeler, c'est quand même le mieux pour prendre rendez-vous, mais qui c'est globalement très disponible. Et donc, les vacations du Cégide ont lieu le mardi de 16h à 18h30 et le jeudi de 12h30 à 15h30. Et c'est à la MDS, donc c'est la Maison départementale de la solidarité. C'est là où il y a la PMI. Pour ceux qui connaissent, je ne sais plus le nom de cette petite rue à sens unique qui est celle qui est en face de l'entrée du personnel de l'hôpital. Ceux qui voient à Salon. Et puis les numéros, vous le retrouvez globalement sur tous les sites de recensement des CJ, de dépistage, vous retrouvez les informations. Voilà pour moi. Eh bien, merci beaucoup Noémie. C'était très chouette comme d'habitude. J'avais une question. Pas trop assommé. Non, pas du tout. Ça me paraît plus simple la PrEP que dans mes souvenirs, donc c'est bon signe.
Et j'avais une question, mais qui ne concerne pas directement la PrEP, c'est en rapport avec ce que tu disais tout à l'heure sur la santé sexuelle. Enfin, c'est une question qui est à toi, mais qui est adressée à toutes les personnes qui sont présentes. C'est la difficulté. Enfin, je te pose la question, et je pose la question à tous ceux qui ont une réponse, une pratique, c'est de comment aborder la question de la sexualité auprès des adolescents. C'est un peu difficile quand ils viennent pour un nom incarné de dire, eh bien alors, à propos, et alors, comment tu fais? Est-ce que, enfin, j'aimerais aborder des fois la question du consentement auprès des garçons, auprès des filles. Je sais que les familles le font pas toujours. Expliquer ce que c'est qu'un viol. Je sais pas quelles sont tes pratiques et j'imagine qu'avec tout ce sur quoi tu travailles, tu dois avoir une façon de faire qui peut être inspirante pour nous. C'est une question difficile, hein. Déjà, je trouve que la question des ados est difficile quand même en médecine générale. Et en plus, ce qui est marrant, je sais pas, mais en tout cas, parce que du coup, au Cégide, on voit quand même pas mal d'ados. Et en fait, c'est pas du tout les mêmes ados. C'est-à-dire que les ados que je vois au cabinet, ils sont amenés par papa et maman. Du coup, ils ont une présentation pas du tout mature. Et enfin, voilà, moins matures, ils viennent pas d'eux-mêmes. On est le médecin de la famille, le médecin des parents, c'est souvent les parents qui ont pris rendez-vous. Enfin bon, c'est pas Scooter. voilà, c'est pas le cadre le plus adapté. Enfin, on sent bien qu'on n'est pas vraiment la personne à qui ils ont vraiment envie de parler. Alors qu'au Cégide, comme ils viennent d'eux-mêmes, et enfin, voilà, c'est eux qui ont fait la démarche, ils viennent, même souvent, je me fais avoir par l'âge parce que je ne regarde pas vraiment l'âge sur mon dossier. Et dans ma tête, je me dis, oh oui, il doit avoir 18-19 ans. Et en fait, je regarde l'âge sur le dossier, c'était 14. Donc, et en fait, ils paraissent beaucoup plus, je pense que c'est les mêmes, hein, mais en fait, ils paraissent beaucoup plus matures juste par le fait que c'est eux-mêmes, ils sont venus pour eux, ils ont fait la démarche pour eux, et ce côté autonomie est vraiment flagrant. Oui, donc, déjà les ados, je trouve que c'est pas facile, et en plus, aborder les violences, le consentement, c'est pas des plus faciles non plus. Alors, ce que je fais parfois, enfin, ce qui m'est déjà arrivé de faire, c'est d'utiliser la vidéo, de regarder avec eux en consultation la vidéo sur la tasse de thé. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. Donc, ça, c'est enfin, vraiment quand si je veux parler voilà, consentement. Il y a une petite vidéo qui s'appelle. Alors, en anglais, je la trouve mieux faite, mais bon, bon, c'est pas de l'anglais très difficile, mais c'est Cup of Tea. Mais sinon, vous la retrouvez en français. Si vous tapez vidéo tasse de thé sur Google, vous tombez dessus. Et donc, c'est une petite vidéo qui parle de consentement et qui dure pas très longtemps et qui est bien faite. Après, il m'est arrivé aussi, je me souviens très bien, une ado qui venait pour, je crois que c'était son rappel de garde d'asile, et elle venait que pour ça comme motif. Alors moi, dans ma tête, je me dis, ah ouais, génial, je vais avoir plein de temps pour lui parler contraception, IST et compagnie. Et dans ma grande lancée, je lui dis, est-ce que vous voulez qu'on parle contraception? Et là, elle me répond, non. Alors, je me suis dit, zut, j'ai loupé un truc. Et bon, évidemment, ça m'avait un peu marqué, donc j'ai un peu réfléchi là-dessus. Et vraiment, je me suis dit que, en fait, c'était juste que c'était pas le bon moment pour elle et que j'avais peut-être bien fait de lui poser la question si elle, ce qu'elle voulait parler contraception, parce qu'en fait, il y a des moments où c'est pas le bon moment. Et de toute façon, ça sert à rien qu'on s'épuise si c'est pas le bon moment pour eux. Donc, je pense que, alors, c'est toujours un peu. Parce que là, pareil, il y a eu une thèse qui a été faite à Marseille sur des collégiens et des étudiants à MU. Et ce qui ressort, quand on leur demande quelles sont leurs sources en matière de santé sexuelle, ben évidemment, ce qui ressort, c'est Internet en premier lieu. Après, c'est souvent les pairs, les camarades. Euh, le médecin arrivait quand même, je crois même que le médecin arrivait de tête avant les CPEF ou les Cégide. Donc voilà, les centres de planning familial ou les Cégide étaient encore moins connus que le médecin en recours à l'information en matière de santé sexuelle. Mais voilà, je pense qu'ils ont quand même les informations. Mais oui, en fait, je n'ai pas de moyen miracle, hein. Je ne sais pas si quelqu'un aura d'autres expériences à partager, mais je pense qu'on peut lancer des perches. Alors, ça peut être aussi
sur des flyers ou des choses qu'on va laisser volontairement sur son bureau ou en salle d'attente ou des choses comme ça, pour en tout cas essayer de lancer des perches pour les ados pour qu'ils les attrapent, mais c'est pas hyper facile. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un retour d'expérience là-dessus. Non, sans retour d'expérience, c'est vrai que moi, j'essaye de tendre des perches au moment des examens annuels, en fait. C'est plus facile pour les filles parce qu'on va essayer de choper contraception, etc. Et c'est vrai qu'en prescrivant tout ce qui est contraceptif, essayer d'aborder cette question-là. Après, moi, j'essaye d'y rentrer, j'y pense par le biais de... Quand je montre comment ça se passe au collège, au lycée, il n'y a personne qui embête, que ce soit les camarades, en dehors. C'est plus des micro-perches, histoire de se dire que j'y ai pensé, quoi. Mais c'est vrai que c'est délicat. Après, sur la question des violences spécifiquement, c'est vrai que moi, je pose la question des violences à tout le monde, mais au départ, j'avais du mal quand même avec les enfants. Et maintenant, de plus en plus, je me suis habituée à cette question, est-ce que tu as déjà vécu des choses qui t'ont fait du mal ou des choses que tu n'aurais pas voulu vivre? Et en fait, du coup, ça reste une question très large, un peu neutre, qui passe bien aussi auprès des parents. Parce que souvent, même sur les petits-enfants, quoi, il y a des parents. Mais qui permet de faire quand même ressortir... alors, j'ai pas eu de retour de violence vraiment en tant que tel pour le moment, mais des fois, les enfants m'ont parlé, par exemple, du divorce de leurs parents, ou enfin voilà, des choses qui quand même, eux, les avaient marqués. Donc voilà, je trouve que ça reste une question un peu large qui peut permettre d'amener du discours. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Hello, oui, moi je voulais réagir par rapport aux ados. Je pense que c'est important de faire sortir les parents. Dans le cursus de suivi de mes ados, j'aime bien, selon la maturité que je leur porte, essayer de faire sortir les parents quand ils ont entre 14 et 16 ans ou 14 et 18 ans je dis aux parents pour parler de questions d'ados et globalement, je leur demande s'ils sont d'accord aux enfants ou aux ados et s'ils boivent, s'ils fument. Et après, j'aborde le sujet de la sexualité de façon totalement descendante. Je ne leur demande pas où ils en sont et ce qu'ils ont déjà vécu, mais je parle du consentement, de la prévention et du dépistage de façon voilà, très, très factuelle. Je leur demande s'ils ont envie de réagir et souvent ils n'ont pas très envie de réagir. Mais c'est parce que je suis à lambesque. Et le plus important, c'est que je conclue en disant que je suis leur interlocuteur pour parler de tout ça et que je suis disponible et qu'ils peuvent venir sans leurs parents s'ils le veulent, sans problème. Et voilà. Donc c'est plus pour moi un passage obligatoire d'entretien où je les mets en responsabilité et en situation de one-to-one où ils peuvent vraiment discuter s'ils le souhaitent. Ouais, la question de l'anonymat, là, il y a eu donc la thèse que je vous disais sur les collégiens et les étudiants, ce qui ressortait vraiment, ce qui était vraiment important, alors encore plus pour les collégiens d'ailleurs que les étudiants, c'était le côté anonymat. Là, c'était pour les IST, mais voilà, je pense qu'effectivement, moi c'est quelque chose que j'essaye de faire aussi systématiquement, même du coup, des fois en présence du parent, de rappeler que tout ce qui est dit au cabinet, voilà, tout ce qui va être échangé, que je suis soumise au secret professionnel et donc voilà, je ne dirais pas ce qui s'est dit pendant la consultation et effectivement aussi de leur rappeler qu'ils peuvent venir tout seuls. Ça, en fait, c'est plus ça souvent d'ailleurs que je fais. Souvent le secret, l'anonymat, je le fais quand ils sont tout seuls et le dire qu'ils peuvent consulter tout seuls, je le fais quand il y a les parents pour bien faire entendre aux parents aussi que il n'y a pas de problème, ils peuvent venir tout seuls. Et par contre, moi j'avais entendu qu'il ne faut pas poser la question aux jeunes. Parce que si on pose la question aux jeunes de est-ce qu'ils sont d'accord pour faire sortir les parents,
souvent, ils vont pas oser dire oui, quoi. Ils ont, je sais plus comment ça s'appelle, là, ce biais de... Enfin, en gros, ils veulent pas que leurs parents se sentent mis dehors. Donc, en fait, ils vont souvent dire, oh bah non, c'est bon, il peut rester. Donc, en fait, effectivement, moi, en général, alors, je ne le fais pas systématiquement parce que je trouve que ça prend quand même beaucoup de temps, j'avoue. Mais quand je le fais, je dis, bah, maintenant, voilà, je vais vous demander de sortir. Comme ça, on va faire un point juste tous les deux. Moi, je ne demande pas à l'ado de faire sortir son parent, mais je demande l'accord à l'ado d'aborder ces questions. Et c'est un peu la même idée que pour la contraception de ton ado de la dernière fois. Et par contre, je préviens les parents et l'ado au moment du début de la consultation qu'on prendra un temps de la consultation pour faire ça, pour que ça ne soit pas surprenant et que l'un et l'autre aient le temps de se préparer. Voilà. Et c'est 100% bien reçu par les parents. Zéro parent qui m'a dit non, non. De toute façon, ce qu'on dit aussi en matière de sexualité, pour les parents, ce sera toujours trop tôt. Donc, j'ai eu encore la semaine dernière, quand j'ai commencé à parler garde d'asile à 11 ans, elle me dit, mais on a le temps, ça. La maman pour sa fille, oui, on a le temps, mais bon. Donc, ouais, en sexo, on dit souvent ça, en fait. De toute façon, ce sera toujours trop tôt pour les parents que de parler sexualité à leurs enfants. Donc, effectivement, comme tu disais, Thomas, leur dire que en fait, c'est notre rôle, quoi, et ça fait partie de nos missions, et c'est important. Il y a autre chose aussi que je pense là, sur le côté tabou, parce que je l'ai encore eu tout à l'heure. En fait, je pense que notamment au Cégide ou en tant que sexologue, j'ai aussi des patients qui ne veulent pas parler de la sexualité à leur médecin traitant, qui sont aussi gênés, voilà, des patients qui ne sont pas à l'aise, je pense, avec ça. Et donc, je pense que même parmi mes patients à moi, il y en a peut-être qui vont voir quelqu'un d'autre pour parler sexualité. Et ça, je pense que... en tout cas, moi, je me dis que ça ne me pose pas de problème. Le but, c'est qu'ils trouvent l'interlocuteur qui leur convient, peu importe qui c'est. Le but, c'est qu'ils puissent avoir un interlocuteur. Mais... Du coup, ils vont prendre rendez-vous au Cégide, ils vont tomber sur toi. C'est déjà arrivé. Mais du coup, l'avantage au Cégide, je n'ai pas dit, mais c'est qu'en fait, on est toujours une secrétaire, un médecin, une infirmière. Et donc, la fois là où c'était une de mes patientes, en plus un peu complexe, du coup, j'ai dit à l'infirmière, je te laisse la voir. Oui, où j'ai eu aussi le petit frère d'une de mes amies de lycée, mais que je connais bien, mais qui ne savait pas que je faisais ça. Voilà, ou des fois, pareil, l'infirmière qui me dit, oh là là, c'est mon voisin, tu veux bien le voir? Oui, pas de problème. Donc oui, évidemment. Et des fois, il vaut mieux pas savoir. Moi, je me demandais, du coup, en termes sexo, dans le coin, il n'y a que toi et savoir. Et sinon, en termes, tu disais, au niveau du prix, si jamais on doit adresser les patients pour leur donner un peu une idée. Ouais. Alors, non, il n'y a pas que moi, mais j'avoue que bon, c'est une des choses sur lesquelles il faut que je travaille aussi parce qu'on n'a pas vraiment, il n'y a pas vraiment de réseau fait pour les sexos. Je suis sûre qu'il n'y a pas que moi parce qu'il y a aussi un sexologue qui est installé avec les urologues dont j'ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais rencontré. Et donc, je pense qu'il doit vraiment travailler en binôme avec les urologues. Notamment sur tout ce qui est dysfonction érectile après des prostatectomies ou des choses comme ça. Mais il ne fait peut-être pas que ça. Mais je crois que c'est un homme. Voilà. Après, il y en a une, je crois, de mémoire sur Saint-Chamas, qui est une, si je ne me trompe pas, je l'avais rencontrée, mais il y a un petit bout de temps, qui, je crois, est de base psychologue. Puisqu'en fait, le DU, il est ouvert aux professionnels de santé. Donc, en gros, globalement, le plus souvent, on a dans les sessions de DU, il y a gynéco, uro, sage-femme, médecin généraliste, infirmière. Et puis, il est aussi ouvert aux psychologues, aux conseillères conjugales. Et puis, moi, dans ma promo, par exemple, on avait une médecin du travail
qui faisait le DU de sexo. À Amiens, il y avait une autre profession comme ça. Enfin voilà, il y a eu de temps en temps aussi d'autres professionnels de santé un peu originales. Mais voilà. Mais donc, du coup, il peut y avoir aussi d'autres professionnels de santé ou psychologues qui sont formés avec le DU. Mais ce qui est du coup hyper enrichissant parce qu'on n'a pas du tout la même approche. Et puis en fait, même dans la sexologie, il y a des approches différentes. Il y a des approches, par exemple, qui sont plus corporelles. Il y a des approches corporelles. Du coup, à travailler sur le mouvement, sur la lecture corporelle, les choses comme ça. Il y a des approches qui sont plus vraiment psychanalytiques. Il y a différents types d'approches. Moi, quand je présente aux patients, je dis que je travaille plutôt dans le cadre de ce qu'on appelle les thérapies solutionnistes. En fait, c'est plus de dire, je mets en évidence un problème et j'essaye de le résoudre assez rapidement, quoi. Je ne vais pas repartir dans... Souvent, en fait, on a besoin de quelques séances pour faire le point quand même de tout le contexte. Parce que, évidemment, quand on parle sexualité, y a plein de choses connexes. Il y a le couple, il y a l'enfance, il y a le vécu, il y a la santé médicale pure, les médicaments. Enfin, voilà, ça part un peu dans tous les sens. Donc, j'ai quand même souvent besoin je dirais, au moins 2 consultations pour vraiment faire le point sur tout. Et après, retravailler ce qui pose souci. Et en ce qui concerne le prix, les consultations de sexologie, moi je fais, c'est libre, hein, mais donc moi je fais 50 € la consultation seule et 75 € la consultation en couple. Sachant que du coup, je fais donc 25 € de GS, enfin, je fais en cotation GS, et donc quand c'est 50 €, 25 € de dépassement d'honoraires. Alors, je ne sais pas exactement, je ne sais pas trop comment savoir ça, mais en fait, depuis mai 2020, je suis secteur 2, je suis conventionnée secteur 2 Optam. Et donc, je pense qu'il y a une partie qui est remboursée par les mutuelles. Mais j'avoue que j'ai jamais vraiment eu le retour des patients. Mais du coup, en tant que médecin conventionné, je pense que, un peu comme les spécialistes, quoi, il y a une partie du dépassement d'honoraires qui doit être pris en charge par les mutuelles. Et merci. Donc, quand il y a besoin, je fais des factures. Souvent, voilà, certains me demandent. Comme ça, je fais une facture pour la mutuelle. D'accord. Et sachant que c'est des consultations qui durent rarement moins de 45 minutes. Enfin, surtout sur les premières, là dont vous parlez, ouais, c'est souvent... en gros, ça varie entre une demi-heure et 1 heure, mais je pense que la moyenne, elle est à 45 minutes. Ouais, donc tu n'abuses pas trop au niveau du prix, quoi. C'est tout à fait raisonnable. Ok, merci. Et aussi, ce qu'on dit en sexo, mais je pense que c'est valable dans d'autres choses, hein, mais en fait, finalement, je pense que ça rejoint un peu comme dans les psychothérapies, le coût de la consultation. Alors, c'est toujours embêtant sur le côté accès aux soins, mais il montre aussi l'investissement de la personne, en fait. Parce qu'en fait, on a quand même très souvent en sexologie des consultations uniques. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses liées à ça. On a beaucoup de consultations où les gens viennent pour se rassurer, être sûr qu'ils soient normaux. Donc, en fait, souvent, on est souvent sur de l'éducation en premier lieu à la sexualité, à savoir à répondre à cette question de est-ce que je suis normale? Je fonctionne comme ça, est-ce que je suis normale? Ou j'ai eu il n'y a pas très longtemps un couple qui est venu et où le mari me dit voilà, on vient parce que elle veut pas faire de sodomie. D'accord, mais le problème, ah bah oui, mais avec mon ancienne partenaire, j'avais une pratique de sodomie et là, du coup, elle veut pas. Bon. Et donc, en fait, on est arrivé sur ce fameux consentement aussi, et sur ce côté, en fait, est-ce que ça pose un problème et à qui ça pose un problème? Et alors que voilà, le monsieur voulait des recettes pour l'aider à aller vers la sodomie, on est plutôt parti sur les notions de consentement et de normalité et que en fait, chacun fait comme il veut.
Donc, ouais, souvent, en sexo, on travaille beaucoup là-dessus, sur cette question de normes. J'avais une question qui n'a pas de rapport avec le VIH et la sexologie, je pense. Mais je cherche à obtenir des infos sur vos réseaux, à tous présents. J'ai eu récemment un patient qui débutait son changement de genre. J'étais la deuxième personne à qui il en parlait. Et j'ai eu du mal à savoir s'il y avait des associations entre Salon et Istres, entre Lambesc et Istres, puisque c'était ces deux lieux de résidence, et savoir comment l'orienter, comment l'aider, si vous connaissiez des personnes qui avaient l'habitude de prendre en charge les changements de genre. Alors, j'avais été confrontée à cette question-là, mais il y a quelques années, j'avoue que j'aurais plus trop en tête comme ça. Enfin, ce que je pourrais en dire, moi, c'est que je pense que tout ce qui concerne effectivement l'identité de genre, enfin les troubles, enfin, c'est pas vraiment des troubles, mais voilà, transgenre et compagnie, il y a en fait le centre de référence qui est à Marseille, mais qui permet d'avoir du coup un centre pluridisciplinaire avec notamment l'évaluation, toute l'évaluation qui sera faite aussi sur le plan psychologique avant de démarrer les traitements par les endocrinos et compagnie. Et donc, ouais, j'avoue que moi, je renvoie, enfin, en tout cas, si j'y étais confrontée, je renverrai vers ce centre de référence à Marseille. Alors, il était à Sainte-Marguerite. Je ne sais pas s'il est toujours là-bas. Et sinon, après, mais c'est pareil, je n'aurais pas le nom, mais je sais par exemple qu'il y avait une orthophoniste, parce que du coup, moi, il y avait eu la question du travail de la voix, et du coup, il y avait une orthophoniste sur Aix qui travaillait spécifiquement là-dessus. Qui était phoniatre? Ouais. Donc, Madame Bakou. Je sais plus. Je l'ai peut-être marqué sur Ok. mon petit cahier, mais que je n'ai pas là. Un petit calepin cabinet, mais... J'ai, en parcourant pas mal les sites d'associations de patients en changement de genre, et donc il y a plusieurs associations sur Marseille a priori, ils déconseillent d'aller vers les centres de référence qui ont a priori une prise en charge un peu psychiatrisante. Et donc j'ai eu du mal à l'orienter vers ces centres de référence. Voilà. Je sais pas. Moi, j'ai eu le cas pour une patiente où en fait la mère était assez déçue de la prise en charge à Marseille et elle était venue me voir en fait pour la demande d'ALD et en fait à la fin elle a dit j'aurais mieux fait de venir directement là pour la prise d'ALD parce qu'à Marseille ils ont fait n'importe quoi en fait le dossier il était incomplet etc. Je lui ai demandé, j'ai eu une externe du coup qui a voulu faire un RSCA parce qu'elle était à la consultation et elle a fait un truc assez complet sur ça. Je lui demanderai de me le faire passer parce qu'elle a bien bossé dessus et je pense que ça donnera pas mal de renseignements. Je suis preneuse aussi. J'y ai pas forcément été encore confrontée, mais je pense que c'est une question qui peut être... c'est bien de l'avoir dans un tiroir le jour où pour pas être bloqué. Merci beaucoup. Oui, ben, je vais lui demander et je demanderai à Lionel de mettre sur le site. J'allais te proposer de me le faire passer, donc si tu le retrouves, je le mettrai volontiers sur le site. Ouais. Ouais, elle nous l'a présenté, mais bon, comme c'est une externe, elle a déposé nulle part, quoi. Elle a fait pour le fun. Ah, c'est super. En plus, si Ouais. ça peut servir, c'est aussi à ça que ça sert les RSCA, me semble-t-il. Oui. Ouais, pour revenir sur le côté psychiatrisant des centres de référence, effectivement, hein, souvent, c'est partie des centres de psychiatrie, hein, parce que c'était, comme disait, en fait, on parlait de troubles de l'identité de genre, donc effectivement, c'est partie
de la psychiatrie. Après, j'avoue que je n'ai pas trop eu de retour sur les centres. Ça ne m'étonne pas trop non plus que les associations de patients soient opposées à ça. Enfin, mais après, les associations de patients, elles n'ont pas non plus toujours le regard médical. Et après, sur les prises en charge, ça reste quand même des prises en charge qui sont très médicales, quoi. Donc, j'imagine que la prise en charge au centre de référence, c'est de faire en sorte que ce soit pas un coup de tête, quoi. Donc, j'imagine que c'est pour ça qu'il y a une vu que c'est un processus qui est réversible, surtout s'il y a une opération au bout, que la démarche doit être très longue. Et enfin, moi, effectivement, ça me choque pas plus que ça, mais que ce soit pas forcément très bien vécu, je peux l'entendre aussi. oui, je pense que c'est tout à fait ça. Alors, je vous laisse réfléchir à des questions subsidiaires si vous en avez, évidemment. Je viens de penser à un truc là, du coup, parce que je repensais à poser la question de la sexualité. Il y avait une thèse aussi qui était assez intéressante, qui avait montré que globalement, enfin, la plupart des médecins généralistes ont une vision, comme je disais tout à l'heure, qui correspond bien à la définition de l'OMS, qui est assez positive de la sexualité, enfin, de la santé sexuelle, qui est aussi plus large que juste les IST, la contraception. Enfin, voilà, souvent, on a ce côté un peu hygiéniste de rester là-dessus, mais voilà, globalement, les médecins généralistes avaient aussi la vision plus large d'aborder le consentement, les violences, la question du corps, etc. Mais par contre, ce qui était amusant, c'est que globalement, quand ils abordaient la sexualité, ils l'abordaient chez les jeunes filles, enfin, ou jeunes femmes, parce qu'il y a la question de la contraception, etc., donc, ou du suivi gynéco, donc c'était un bon moyen pour aborder la sexualité. Mais par contre, que les garçons étaient complètement oubliés, enfin, que les jeunes garçons étaient complètement oubliés. Et à l'inverse, passé un certain âge, on posait la question au monsieur d'un certain âge parce qu'on sait qu'on a la petite pilule bleue si jamais il y a un problème et donc nous, on peut faire quelque chose, on peut prescrire et ça va, on va s'en sortir. Et on ne posait pas du tout la question aux femmes de la sexualité, notamment au moment de la ménopause ou après. Enfin, voilà, que les femmes, à ce moment-là, étaient complètement chantées, quoi. Donc, en gros, quand ils sont jeunes, on pose la question aux filles. Quand ils sont vieux, on pose la question aux hommes, mais on oublie les autres à chaque fois. Donc, je trouvais ça pas mal aussi comme réflexion à avoir. Je pense qu'on ne s'en rend pas toujours compte dans notre pratique, mais finalement, je pense que c'est assez vrai, quoi. Voilà, notamment, on l'a revu là avec la consultation CCP, donc de contraception prévention, qui est que pour les filles et pourquoi pas pour les garçons, quoi. Enfin, il y a aussi prévention à parler pour les garçons. Donc voilà, peut-être si j'avais un petit message, un dernier petit message à transmettre, c'est ça, c'est penser aussi à la prévention chez les jeunes garçons et à la sexualité aussi chez les femmes plus âgées. Dernière question, du coup, je reviens sur la PrEP. Tu as mis un petit mot sur la prise discontinue. Est-ce que vous faites quand même des prescriptions en discontinu ou est-ce que les patients sont en demande? Non, pas du tout. Alors, oui, ça arrive. Alors, la PrEP en discontinu, en fait, là où ça peut avoir son intérêt, et on la présente quand même de temps en temps, je peux vous montrer le schéma. Je vais vous repartager, comme ça, je vais vous montrer le schéma. En fait, la PrEP en discontinu, c'est quoi? C'est que quand on prévoit qu'on va avoir un rapport, le petit bonhomme qui est content, le dimanche à 22 heures, eh ben, il faut qu'au moins 2 heures avant, il y ait eu 2 comprimés de pris. Donc, il faut qu'il y ait au moins 2 comprimés 2 heures avant le rapport. Puis après, c'est un comprimé en le mettant toujours à la même heure du premier. Donc, si on a pris à 17 heures le premier, on va prendre le suivant à la même heure à 17 heures. Et donc, un comprimé pendant 2 jours après le rapport. Donc, il y a 2 comprimés au moins 2 heures avant. Puis après, on continue 2 jours après le rapport en prenant juste un comprimé.
Et du coup, s'il y a plusieurs rapports, donc on a pris nos 2 comprimés avant, on a eu un rapport, mais donc on reprend bien le comprimé 24 heures après. Mais en fait, il y a d'autres rapports qui viennent se mettre. Donc, on va toujours continuer un comprimé tous les jours à la même heure jusqu'à ce qu'il y ait 2 jours, enfin 2 comprimés bien pris après le dernier rapport. Donc ça, en fait, ça nous arrive de l'expliquer. Donc, je vous dis, il faut que ce soit quand même des patients un peu cortiqués pour qu'ils comprennent le schéma de prise. Mais ça peut être intéressant sur des personnes qui auraient des rapports à risque, des rapports très à risque, que occasionnels. Par exemple, un HSH qui est en couple stable, qui a son partenaire et qui, je ne sais pas, une fois tous les 6 mois, va avoir un partenaire occasionnel, et ben peut-être que dans ces cas-là, il peut avoir un intérêt à prendre la prise en discontinu juste au moment où il y a le partenaire occasionnel, si c'est une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Mais encore faut-il qu'il ait bien compris le principe de la PrEP. Et donc, même si on leur présente, pour la prescription, par contre, en elle-même, sur la prescription, si on le met en discontinu, ça ne sera pas remboursé. Donc, la prescription, même chez ceux qui prennent la PrEP en discontinu, il y en a quelques-uns qui sont suivis au Cégide et qui prennent en discontinu. Mais malgré tout, nous, on leur prescrit toujours en continu sur l'ordonnance qu'on leur fait. D'accord. Que ce soit remboursé. Et du coup, pour la surveillance biologique, Eh ben, on leur dit de faire pareil tous les 3 mois. qu'il y ait eu ou pas eu prise. Ouais. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est que normalement, chez les personnes qui ont des rapports à risque, c'est de toute façon le suivi tous les 3 mois. Donc, Oui. après, c'est sûr que ceux qui n'auraient pas, ça arrive rarement, mais ceux qui auraient très peu de risques, quand je disais tout à l'heure, là, par exemple, un rapport à risque tous les 6 mois, ils ne vont peut-être pas venir tous les 3 mois, et dans ce cas-là, ils vont venir effectivement après les rapports à risque. Et une personne peut prendre la PrEP pendant plusieurs années sans s'arrêter? Oui, ouais. Bah, comme je disais, là, on a des patients maintenant qui sont. Alors, je ne crois pas que j'en ai vu, moi, qui soient depuis le tout début, donc depuis 5 ans, mais clairement, il y en a qui sont sous PrEP depuis au moins 3 ans, là, au Cégide, qui n'ont pas arrêté. Après, il y en a qui arrêtent, mais souvent, ils arrêtent parce qu'ils n'en ont plus besoin, en fait. Et puis, on en a qui reprennent, voilà, qui font comme ça selon les périodes, en fonction de leurs besoins. Et dans les prises continues, c'est le même principe que la prise discontinue. S'ils veulent arrêter, il faut qu'ils aient au moins 2 prises de comprimés après leur dernier rapport. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je n'avais pas remis là, mais du coup, si jamais sur les prises en continu, donc un comprimé tous les jours à la même heure, on sait qu'il y a une marge de tolérance. C'est assez facile à retenir parce que c'est comme la pilule. Donc, on sait qu'il y a une marge de tolérance de 12 heures. Mais par contre, faut bien que ce soit sur le schéma en continu. Et donc, sur le schéma en continu, il y a une tolérance de 12 heures si jamais il l'oublie. Et si jamais ils vomissent, c'est dans les 2 heures. Donc, s'ils vomissent dans les 2 heures qui suivent la PrEP, qui suivent la prise du comprimé, il faut qu'ils le reprennent. Alors que si ça fait plus de 2 heures, ils n'ont pas besoin de le reprendre. Merci. Donc, je remercie Noémie de m'avoir concocté cette soirée un peu rapidement. Donc, cette année, ça va être encore une année un peu bizarre. Je tâcherai de faire une AG. Il faut que alors, je vous rappelle, je suis tout seul à gérer la sauce. Pour l'instant, j'ai plus accès, j'ai plus trop la main sur le compte. Et je crois qu'il y a Eloasso qui a bloqué des virements. Donc, je vais essayer d'en savoir plus pour essayer de débloquer la situation et vous faire un état des lieux de la trésorerie de l'association, qui, si le virement d'Eloasso passe, sera tout à fait honnête. Mais j'essaierai de faire ça
dès que possible, je fais au mieux. Alors, il y a une soirée qui est dans les tuyaux sur comment mieux prescrire le matériel médical. J'ai sollicité un médecin conseil qui m'a dit oui, d'accord, mais je suis nul. Je vais en parler à ma collègue pharmacienne qui m'a dit, qui m'a pas répondu. Donc, je perds pas espoir de réussir à trouver quelqu'un pour nous parler de ce sujet. Et puis après, il y a des sujets qui avaient sauté les précédentes années où j'ai essayé de relancer les intervenants, notamment sur la mallette de dépistage en pédiatrie, sur l'endométriose. Et puis Olivier m'avait proposé quelques sujets avec quelques intervenants sur les freins de langue et je ne sais plus quelle chose. Enfin, je vais retrouver le mail que tu m'as envoyé, Olivier. Enfin Ouais, bref, c'était en fait faire, comme on avait fait avec les kinés, les pharmaciens, etc., faire une soirée avec les orthophonistes sur ouais, l'épidémie de frein de langue, comment, si on prescrit systématiquement quand c'est la maîtresse qui a demandé, et un peu les dernières nouveautés en orthophonie. oui, mais tu parlais de faire un truc, alors ça serait cool si on arrive à faire ça, une soirée orthophoniste et enseignant, mais je sais pas comment Alors, trouver. peut-être pas avec les enseignants, mais simplement, on a beaucoup de demandes de prescription. Ouais, la maîtresse a dit qu'il fallait voir l'orthophoniste. Donc, est-ce qu'on dit amen à toutes ces demandes-là ou est-ce qu'on freine et sur quels éléments, quoi? Parce que, Ça, je crois que j'ai vu tout récemment que l'orthophoniste allait être en accès direct. Je sais pas à partir de quand, mais j'ai lu ça, mais je crois que c'est pas plus tard qu'hier. Je sais pas ce qu'il en est, j'ai pas vu de date, donc si enfin c'est des sujets sur lesquels on reviendra sans doute. Après, il y a une orthophoniste. Alors, à la Maison de Santé à Sénas, on a organisé récemment une soirée à destination du grand public sur quel est le développement normal de l'enfant avec une ancienne enseignante, enfin une enseignante retraitée, une orthophoniste, une psychomotricienne, une orthoptiste, et j'oublie encore une Une cinquième personne, sage-femme, sage-femme. Voilà. sage-femme et une puère directrice de crèche. Ah voilà, donc ouais, c'est vrai que tu y étais, donc alors, peut-être que on va réussir à mettre la captation vidéo sur YouTube. Enfin, je pense que le but c'est ça. Auquel cas je mettrai le lien quelque part sur le site de l'asso ou je sais pas encore où exactement, Auquel cas, mais je m'excuse pour la qualité, c'est mon téléphone. oui, bah, je mettrai que je ne réponds de rien sur la qualité du coup, mais enfin, bref, il y a des choses qu'on fait, qu'on va essayer de rendre de façon récurrente sur les écrans et sur ce type de soirée-là. Bon, après, là, on sort du cadre strict de l'association, mais si ça peut intéresser certains d'entre vous, bah, ce sera des vidéos qu'on mettra à disposition. Et donc, ouais, peut-être une soirée dermato avec le docteur Pierrard qui nous avait fait des trucs sympas il y a quelques années. S'il y a des choses qu'on avait déjà fait, que vous voulez qu'on refasse ou une mise à jour, ben, n'hésitez pas à me solliciter. Je tâcherai de contacter les gens, soit les mêmes, soit des nouveaux intervenants. Mais après, je ferai de mon mieux, sachant qu'il y aura des trous. Il y avait une soirée qui était prévue le mois dernier sur le Covid et puis avec les hospitaliers qui est tombé à l'eau. Bon, c'était pas moi l'organisateur et donc je suis pas responsable de ça. C'est dommage parce que ça aurait été sans doute intéressant d'avoir le point de vue des hospitaliers. Et puis on va faire au mieux cette année. Donc on va essayer de retourner en présentiel un peu plus souvent que l'année dernière, ça paraît envisageable, vu la situation sanitaire, encore qu'il y avait une jauge dans la salle de l'Ibis qui était un peu limitante, que je trouve dommage. J'espère que cette jauge pourra être levée, parce que je ne sais jamais à l'avance combien on sera dans la salle. Bon, qui n'est pas immense, enfin c'est rare qu'on ait été plus de 15 hein, quand même, donc ça me paraît largement acceptable. Et c'est toujours quand même plus sympa de manger un petit morceau
Donc voilà, j'essaierai de faire au mieux cette année et puis je vous donnerai des nouvelles dès que possible. Voilà. Donc s'il n'y a pas de nouvelles questions, je vais clôturer la soirée. Merci Lionel d'essayer de faire vivre encore CFMC parce que ça reste quand même toujours très intéressant. Merci Fanny. La prochaine, alors au mois de novembre, le deuxième jeudi, c'est le 11 novembre. Donc si soirée il y a, ça sera sans doute le jeudi d'après le 18. Et donc ça sera ce que j'arrive à faire. Donc soit un truc avec la CPAM, soit autre chose. On verra bien. On pourrait faire des soirées surprises. On ne sait pas pourquoi on vient, mais on vient. Je crois que Daniel, c'était un peu comme ça qu'il venait. Non, c'était pas Daniel, c'était Hervé qui venait. Oh, je sais pas ce qu'il y a, mais je viens. J'aime bien le concept. Paquet cadeau. Mais c'est vrai qu'Hervé, il vient pas trop sur Zoom, il vient plus facilement en présentiel. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore Noémie, et puis à Merci très beaucoup. bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. Ouais. Bonsoir.